Très bien. Maintenant, regardons l'ogive Alpha Tau. L'ogive Alpha Tau frappe le sol à des vitesses supérieures à 4 km par seconde. Passons simplement à la diapositive 11. Voilà, merci. Si vous regardez la courbe la plus à gauche, l'axe des X, l'axe horizontal, représente la vitesse en kilomètres par seconde. L'axe des Y représente l'altitude. Regardons donc la courbe bleue. Au sommet de cette courbe, l'altitude est de 200 km. Elle se déplace à environ 3,5 km par seconde. Et lorsqu'elle rentre dans l'atmosphère, elle continue d'accélérer jusqu'à environ 20 km d'altitude. Puis, à 20 km d'altitude, elle commence à ralentir très fortement. C'est parce que la densité de l'air augmente de façon exponentielle à mesure qu'on descend vers les basses altitudes. Et la traînée aérodynamique est suffisamment importante pour ralentir considérablement l'ogive. Mais cette ogive a une très faible traînée. Elle a ce qu'on appelle un coefficient balistique très élevé. Elle frappe donc encore le sol à plus de 3 km par seconde. Gardez à l'esprit que 3 km par seconde correspondent, rien que par l'énergie cinétique de l'impact, à son équivalent en poids de TNT. Donc cet engin pourrait frapper le sol à 3,4 km par seconde, ce qui le rendrait déjà, par unité de poids, plus explosif que le TNT en termes d'énergie cinétique. Mais si on regarde la courbe verte, juste à droite, on voit qu'elle accélère davantage. La raison, c'est que dans ce calcul, le moteur fusée est allumé. Donc j'ai le moteur fusée en marche. Et la traînée est plus faible, parce que le moteur fusée réduit ce qu'on appelle la traînée de culot. On a cette fusée, et lorsque l'air s'écoule autour, il y a une base avec une basse pression à l'arrière. Cela tend à ralentir davantage l'ogive. Mais quand les gaz d'échappement de la fusée sortent, il n'y a plus cette traînée de culot. Elle est donc éliminée. L'ogive ne ralentit pas aussi vite parce que cette traînée a disparu et aussi parce qu'elle a de la poussée. C'est donc une estimation très approximative. Ce n'est pas exact, mais c'est suffisamment précis pour nos besoins. Et vous pouvez voir que lorsque cet engin touche le sol, sa vitesse dépasse 4 km par seconde. Donc si vous prenez 4 sur 3 et que vous l'élevez au carré, puisque l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse, vous arrivez à environ 2,5 fois l'énergie cinétique de son poids équivalent en TNT. Ainsi, si cet engin n'était qu'un objet de 1000 kg, sans ogive explosive, il aurait une capacité explosive, un effet explosif, équivalent à 2500 kg d'explosifs. C'est comme une ogive de 5000 livres. C'est un effet explosif considérable. Donc maintenant, si on ajoute le fait qu'il y a 500 kg de matière explosive, l'énergie explosive devient encore plus élevée. Et en réalité, l'explosif chimique rend l'explosion cinétique plus violente, parce que lorsqu'un objet solide arrive au sol, il détonne soudainement, puisque c'est l'ogive chimique. On a alors une boule de feu de matière cinétique en expansion qui se déplace à 4 km par seconde juste au-dessus du sol. Cette chose s'écrase donc au sol et est portée à une température extrême par sa propre énergie cinétique. Elle devient alors une explosion encore plus puissante. Elle a donc la puissance d'une explosion de 2500 kg. C'est donc extrêmement dévastateur. Passons simplement à la diapositive 5 un instant. Voici un véritable système de navigation inertielle qui est utilisé à l'intérieur de l'ogive ou quelque chose de ce genre. Vous voyez comme c'est petit, ça ne pèse pratiquement rien. Il y a ce qu'on appelle des capteurs microélectromécaniques. On les appelle des MEMS. C'est ce qui permet de guider un drone. Les drones ont ce type d'unité. Ce sont des systèmes électroniques numériques.
Et certains de leurs composants sont des capteurs microélectroniques capables d'indiquer les accélérations, la position du drone et son orientation dans l'espace grâce à des gyroscopes. Vous avez donc ces minuscules circuits. Ils pèsent quelques grammes et sont assez précis. Et il suffit d'être précis pendant 10 ou 20 secondes, entre le moment où l'on est au-dessus de l'atmosphère, où l'on sait où l'on se trouve, et le moment où l'on touche le sol. Donc, le système de navigation inertielle, les gouvernes et le moteur fusée me permettent de changer l'orientation de mon véhicule pour manœuvrer. Et ce système de navigation inertielle dit « Ah, c'est à peu près ça. N'en faites pas plus. Prenez simplement cet angle d'attaque. » Donc, le seul facteur qui contribue de manière significative à l'erreur au but, c'est ma capacité à contrôler exactement l'orientation de mon missile. Et, vous savez, c'est difficile. Il n'y a aucun moyen de le savoir sans essai. Mais, une estimation raisonnable, fondée sur l'expérience des systèmes de contrôle hypersonique, c'est qu'on a peut-être une erreur au but de 10 à 20 mètres sur la cible. Donc, il n'y a pratiquement aucune erreur qui vienne de votre système de navigation ou de votre connaissance de votre position. D'accord? Donc, ça vient presque entièrement d'erreurs de guidage. Une précision de 10 mètres, quand on a une ogive qui va produire, vous savez, l'équivalent explosif de 2270 kg, ce n'est rien. Si on passe à la diapositive 9, désolé de vous faire passer d'un point à l'autre comme ça, on a une courbe qui montre la portée du souffle de ce missile de cette ogive. En supposant, regardons la courbe rouge. En bas, c'est la distance en pieds. Désolé, je dois toujours choisir entre les pieds et les mètres, selon mon public. Mais on voit une distance de 110 pieds. L'axe horizontal est en pieds. L'axe vertical indique la pression du souffle. Et si on regarde la courbe rouge puis le repère de 40 livres par pouce carré, on voit qu'à environ 110 pieds, soit une trentaine de mètres, on a 40 livres par pouce carré de pression de souffle. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'une pression de 40 livres par pouce carré est si intense qu'elle pulvérise un mur de bâtiment en béton armé et en acier. Elle fera s'effondrer un bâtiment à structure renforcée de béton et d'acier. Vous savez, comme un gratte-ciel, dans toute la zone soumise à ces 40 livres par pouce carré. Je vais vous montrer une image d'un bâtiment qui a été soumis à ce niveau de surpression. En fait, passons à la diapositive 16. Désolé de sauter d'un point à l'autre comme ça, mais d'accord. Voici le bâtiment fédéral Murrah à Oklahoma City, qui a été visé par un attentat terroriste à la bombe. Si vous regardez au sol, il y a une sorte de zone blanchâtre sous le bâtiment. Il y avait une bombe au sol. C'était peut-être 20 000 livres, ou peut-être 10 000 kilogrammes. Mais cela n'a pas pénétré dans le bâtiment. Je vais vous montrer ce qui pourrait se produire. Mais voilà ce qui est arrivé au bâtiment. C'est un bâtiment très solidement construit, en béton et en acier. Et si vous passez à la diapositive 17, vous pouvez voir de près le type de dégâts que cette surpression due à l'explosion a causé au bâtiment. Et si nous passons à la diapositive 18, nous voyons ces petits triangles rouges qui indiquent où des personnes ont été tuées. L'onde de choc s'est donc propagée à travers cette structure. Maintenant, imaginez une ogive de 5000 livres qui traverse le centre de la structure, non pas à l'extérieur, mais qui passe par le toit central de la structure et explose à l'intérieur. Les murs porteurs ne s'effondrent donc pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ils s'effondrent de l'intérieur vers l'extérieur. Ils sont soufflés. Et bien sûr, ils sont confinés. Donc ce niveau de choc va être considérablement plus élevé d'un facteur 2 ou 3 à l'intérieur de la structure elle-même.
Donc si l'on regarde la zone dans laquelle l'explosion peut se produire, passons à la diapositive 13. Voici une photo satellite de Washington, D.C. Le bâtiment avec le toit bleuté, le grand bâtiment au toit bleuté, au toit verdâtre. C'est le bâtiment de la Bibliothèque du Congrès. Donc toute personne ayant été à Washington l'a probablement vu là-bas. Le bâtiment immédiatement à gauche, c'est le Capitole, un bâtiment monumental, assez gigantesque. Ce que j'ai montré ici, c'est qu'il y a un pâté de maisons juste à côté de la Bibliothèque du Congrès, avec des bâtiments de type normal, très bien construits, de grands bâtiments, mais sans structure monumentale. Le cercle jaune intérieur représente la courbe correspondant à une pression de 40 livres par pouce carré pour cette ogive précise, si elle frappait un point situé au centre de ce cercle. Autrement dit, avec l'ogive alpha-ta, 40 livres par pouce carré raserait tous ces bâtiments. Ils seraient tout simplement aplatis. Maintenant, imaginez que ce soit Tel Aviv. D'accord? Donc voilà, la courbe suivante, plus à l'extérieur, celle de 10 livres par pouce carré, montre les bâtiments qui seront si lourdement endommagés que l'intérieur ressemblera à celui du bâtiment fédéral que je vous ai montré. Comme les bâtiments ne sont pas aussi solidement construits, les murs s'effondrent, mais le bâtiment entier peut s'écrouler ou non. En revanche, tout ce qui se trouve à l'intérieur est détruit, et des personnes sont tuées dans les bâtiments par l'onde de choc qui se propage à travers les structures. Donc, voilà le périmètre des 10 livres par pouce carré. Le périmètre des 5 livres par pouce carré, c'est celui où tout bâtiment en briques simples ou toute construction simple à ossature bois est détruit. Donc jusqu'à ce périmètre de 5 livres par pouce carré, on parle essentiellement d'un terrain presque entièrement rasé. Presque tout. Et à 2 livres par pouce carré, sur la courbe extérieure, les pièces et les appartements situés à l'extérieur des bâtiments, face à la zone de l'explosion, subissent des dégâts très importants. Les fenêtres sont soufflées vers l'intérieur. Les cloisons intérieures immédiates, non porteuses, sont abattues. Donc des dégâts très très graves. On parle de ce qu'on aurait appelé, pendant la Seconde Guerre mondiale, une bombe destructrice. Il y avait des bombes, de très grosses bombes qu'ils larguaient, et elles pouvaient détruire tout un pâté de maisons. C'est ça, une blockbuster. Donc ce qu'est l'Al-Fatah, c'est une blockbuster. Passons maintenant à la diapositive 14. Très bien. Ici, c'est une représentation théorique. J'ai simplement supposé que 3 de ces ogives Al-Fatah avaient frappé. Gardez à l'esprit que la précision de ce missile est peut-être de 20 ou 30 mètres. Et c'est la taille du contour à 40 PSI. Donc si vous regardez la zone à 40 PSI, elle pourrait se déplacer de 20 ou 30 mètres vers l'avant, vers le haut ou vers le bas, à droite ou à gauche, parce que c'est la limite de précision due à des problèmes de contrôle de l'ogive. Mais cela montre que, s'ils veulent viser ces zones, ils peuvent les atteindre. Et vous savez, cela veut dire que s'ils visaient, vous savez, si ces bâtiments étaient visés à Tel Aviv, voilà le genre de dégâts qu'ils pourraient causer. Le bâtiment de gauche, ce bâtiment monumental construit en béton et en acier, ressemblerait à l'intérieur du bâtiment fédéral d'Oklahoma City. Pas tout le monde, mais la plupart des personnes présentes dans le bâtiment seraient tuées, ou en tout cas, tout le monde serait grièvement blessé. Personne n'échapperait à de graves blessures. Et presque toutes les personnes dans ce bâtiment seraient tuées. Toute la partie intérieure du bâtiment s'effondrerait. Certaines parties resteraient debout, mais elles seraient debout comme les parties du bâtiment que l'on pouvait voir dans cet immeuble Murrah. Passons à la diapositive 15, juste pour voir. Vous pouvez voir ici une image du bâtiment. Même dans les zones qui n'ont pas été effondrées, regardez la partie tout à gauche,
On voit littéralement la lumière traverser le bâtiment, à travers les zones encore debout. On voit à quel point l'onde de choc a été intense. Elle a détruit aussi bien les murs non porteurs que les murs porteurs. Voilà donc à quoi ressemblerait l'intérieur de la bibliothèque du Congrès, en dehors de la zone qui s'est effondrée, celle que vous voyez dans la partie effondrée. Ce sont des dégâts très très graves. Et si vous voulez voir à quoi ressemblait l'une de ces ogives à son arrivée, passons à la diapositive 6. Voici l'une de ces ogives Al-Fatah qui arrive sur Tel Aviv. Pour cette date précise, nous connaissons effectivement la date. Bien sûr, les Israéliens n'ont montré aucun dégât, mais laissez-moi vous dire que ça a causé beaucoup de dégâts. Si vous regardez l'objet qui arrive réellement, vous pouvez voir une longue traînée. Au début de cette traînée, il y a une zone très brillante, large, d'une luminosité extrême. C'est l'échappement du moteur fusée. À son extrémité, invisible, se trouve l'ogive elle-même. Donc à la pointe de tout ça, vous avez une ogive qui arrive. Elle transporte 500 kg d'explosifs et pèse 1000 kg, ce qui équivaut à 2000 ou 2500 kg d'énergie explosive cinétique. On parle donc d'un effet explosif équivalent à 2500 kg. Si vous regardez la diapositive suivante, vous voyez que ce n'est pas une petite explosion. Comme vous pouvez le constater, vous voyez la lumière. Vous ne voyez pas l'explosion elle-même. Vous voyez la lumière diffusée par le ciel. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une explosion. Elle est tellement chaude. Dans ce cas, on est probablement proche de 6000 degrés. L'intérieur de l'explosion est sans doute proche de la température à la surface du Soleil, simplement parce qu'une si grande quantité d'énergie cinétique est concentrée dans un petit espace. Cela ne dure qu'un très court instant, car toute cette matière très chaude se dilate ensuite vers l'extérieur et produit une onde de choc. Et si nous regardons la diapositive suivante, on peut voir, vous pouvez voir, l'onde de choc réelle. Elle est beaucoup plus étendue. On peut donc être certain qu'il y a eu des dégâts considérables au sol, qui n'ont tout simplement pas été montrés au monde, parce que Israël a dissimulé l'ampleur des dégâts. Et c'est pourquoi, lors de l'une des conversations entre Donald Trump et Netanyahou, Netanyahou s'est plaint auprès de Trump. Il a réellement dit, c'est attesté, nous ne sommes pas aussi préoccupés par les capacités nucléaires de l'Iran que par ses missiles. Vous devez d'abord arrêter les missiles. Eh bien, cela raconte toute l'histoire. C'est pour cela qu'il dit ça. Si vous avez des centaines de missiles Fatah qui tombent sur Tel Aviv, Haïfa, Beersheba et d'autres villes importantes, dans un petit pays qui n'a que quelques grandes villes, il n'y a que 9 millions d'habitants, vous parlez d'une possible destruction économique totale du pays. Vous ne tuerez pas tout le monde. C'est exact. Mais vous détruirez la capacité d'Israël à avoir une économie, et c'est pratiquement la même chose que de le détruire. Vous éliminerez, à moins que les États-Unis ne continuent à leur donner 3 ou 4 milliards de dollars par an comme ils le font. Et ça va être très difficile, parce que l'opinion publique américaine en a désormais complètement assez des Israéliens. Quand on regarde, vous savez, les sondages sur l'attitude des Américains à l'égard des Israéliens, on voit que l'opinion publique américaine est absolument indignée par le comportement meurtrier d'Israël. Et l'Américain moyen ne le soutient pas. Il va être très difficile pour les prochains gouvernements américains de continuer à fournir à Israël des niveaux aussi extravagants de soutien militaire, si le peuple américain leur est aussi hostile. Et on le voit dans les sondages à l'approche des élections au Congrès. Tout à coup, tous ces démocrates qui se lèvent et applaudissent cet intrus
Je parle maintenant en tant que citoyen américain, je vais simplement exprimer mon indignation. Ce voyou qui vient s'adresser à notre Congrès, Netanyahou, ces Américains, mes représentants, des gens pour qui j'ai voté, se lèvent et applaudissent ce criminel de guerre parce qu'il leur donne de l'argent par l'intermédiaire de ces comités d'action politique américains spécialisés. Vous ne les voyez plus faire ça aussi vite, maintenant. Et j'espère que tous ces types vont être virés de leurs fonctions. Malheureusement, je ne pense pas que ça arrivera. Mais tout d'un coup, ils ne parlent plus aussi fermement de ce qu'ils vont faire. Vous savez, Israël, Israël, Israël. Moi, je m'inquiète pour les États-Unis. Je ne veux pas que mon pays soit impliqué dans des guerres qui participent au massacre d'innocents. Je ne veux pas non plus qu'ils soutiennent un État impliqué dans le massacre d'innocents. Et je ne veux pas que cet État dicte nos politiques militaires qui ne servent pas les intérêts de sécurité de mon pays. Alors j'en ai assez des Israéliens, et je ne suis pas le seul. Et nous verrons ce qui se passera à l'avenir. Mais à mon avis, ces comités d'action politique vont avoir beaucoup plus de mal à exercer leur magie sur le gouvernement américain. Ils seront là parce qu'ils ont beaucoup d'argent et ils ne vont pas disparaître sans se battre. Mais je pense que le passe-droit dont bénéficie Israël est terminé. Et ce qui se passera au final, je ne le sais pas. Mais je pense que les Israéliens vont faire face à une réaction extrême de la part du public américain, par le biais du vote. Et si cela ne s'exprime pas suffisamment lors de cette élection au Congrès, laissez-moi vous rassurer, cela s'exprimera lors de l'élection présidentielle qui suivra. Et beaucoup d'Israéliens, j'ai beaucoup d'amis américains qui sont très troublés. Je ne vais pas les appeler des soutiens d'Israël, parce qu'ils sont... Enfin, ce sont des amis qui ne s'expriment pas aussi ouvertement que moi. Et ils sont troublés parce qu'ils soutiennent l'existence d'Israël pour des raisons historiques. Mais ils savent ce qui se passe. Et je peux vous dire, au vu de mes nombreuses conversations avec ces amis, qu'ils ne sont pas contents d'Israël. Et la raison pour laquelle ils ne sont pas contents d'Israël, ce n'est pas à cause d'Israël. C'est à cause de Netanyahou et de ce que fait Israël. Et donnez encore 2 ou 3 ans à ces gens, eux aussi seront là à dire « non là, c'est trop ». Je pense donc que les signes sont évidents. Et plus longtemps, mes collègues américains, qui veulent continuer à soutenir Israël pour des raisons historiques, voudront voir ce pays soutenu. Plus longtemps ce type, Netanyahou en Israël, sera autorisé à poursuivre ce comportement génocidaire, ce comportement fasciste, plus les perspectives d'avenir d'Israël diminueront. Donc je pense que si vous soutenez ce pays, vous devriez faire tout ce que vous pouvez pour maîtriser ce type, remettre ce pays sur les rails en ce qui concerne l'arrêt de ces brutalités inexcusables. Je pense donc qu'il y a une dimension politique à cela et aussi une dimension pratique. Parce que les Iraniens peuvent causer les dégâts qu'ils choisiront peut-être de causer. Et je ne peux pas leur reprocher de faire ça. Cette présentation des Iraniens comme un groupe de gens monstrueux par certains de ces membres imbéciles du Congrès, je veux dire, c'est difficile de croire que ces types puissent se lever, s'enciller et hurler contre les Iraniens en affirmant qu'ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, des criminels, quand on voit ce que les États-Unis, en particulier, ont fait à l'Iran et ont essayé de lui faire. Et je ne soutiens pas le gouvernement iranien, mais j'éprouve de la sympathie pour le peuple iranien. Et aucun peuple ne mérite ce qui lui est arrivé aux mains de l'Occident depuis l'époque du président Trump. Et vous savez, les Iraniens sont dans une situation où nous avons perdu la guerre, nous les Américains. Et l'ampleur des dégâts causés à Israël et ailleurs sera déterminée par nous,
pas par l'Iran, parce que l'Iran va faire ce qu'il doit faire. L'Iran fait face à une menace existentielle, et il a clairement dit ce qu'il ferait. Si vous me frappez, je riposterai de manière similaire, et peut-être de façon démultipliée, parce que notre situation est désespérée. Vous menacez notre existence. Et, vous savez, comment pourrais-je reprocher aux gens de faire ça? Je veux dire, c'est parfaitement rationnel. Et ils ont mis en œuvre leur stratégie militaire de manière ouverte, avec retenue. Voilà, ils ont fait preuve d'une incroyable foi. Leur colère s'est traduite par des décisions militaires extrêmement compétentes et ils n'ont pas laissé la situation dégénérer. J'espère qu'ils ne décideront pas de fabriquer une arme nucléaire. Je pense qu'ils sont en position de force en se contentant de maintenir leur position actuelle, parce que je pense qu'ils affaibliraient leur propre sécurité. Ils ont la possibilité de fabriquer une arme nucléaire si nécessaire. J'espère qu'ils ne seront pas placés dans une situation où ils devront le faire. Cela supposerait une attaque nucléaire d'Israël contre l'Iran. Et donc, si les Israéliens n'attaquent pas l'Iran avec des armes nucléaires, la meilleure stratégie pour l'Iran est de maintenir sa posture nucléaire actuelle tout en faisant ce qu'il veut par ailleurs. Donc si je conseillais le gouvernement iranien, je lui dirais « Votre stratégie conventionnelle est excellente. C'est bien fait. Ne laissez pas la vengeance vous aveugler. Continuez simplement ce que vous faites. Soyez prévisible, au sens où « Tu me fais ça, je te ferai ça ». C'est ainsi que vous dissuadez votre adversaire, en lui faisant clairement comprendre qu'il n'a absolument aucun intérêt à faire quoi que ce soit. Vous voulez détruire une de mes usines de dessalement parce que vous êtes idiot et que c'est un crime de guerre d'attaquer cette usine de dessalement? Eh bien, vous savez, nous avons beaucoup d'eau qui vient des montagnes et ce genre de choses. Et le dessalement nous est très utile, mais il n'est pas indispensable à notre survie. Mais je vais vous dire une chose. Tous ces États du Golfe où vous avez des bases militaires, vous les Américains, ils n'existent plus si nous détruisons ces usines de dessalement. Ils n'ont pas de source d'eau comme nous. Alors pourquoi nous poussez-vous à faire ça? Parce que nous le ferons. Si vous continuez sur cette voie, nous le ferons. Il faut le faire comprendre clairement, et l'Iran l'a fait. Et je pense que c'est la bonne stratégie. Ne le faites pas en premier, mais dites clairement que vous le ferez. Et si les Américains vous provoquent suffisamment, alors vous devez répondre. Et sur le nucléaire, vous devriez continuer à afficher l'attitude que vous avez adoptée. Ce serait ma recommandation si je m'adressais aux dirigeants politiques iraniens. Ne laissez pas votre colère prendre le dessus. Take over.